Paris, 1987. La salle de vente aux enchères Drouot était remplie d'une foule inhabituellement dense pour un événement qui, en théorie, ne concernait que des collectionneurs et des musiciens professionnels. Une collection privée exceptionnelle allait être dispersée ce jour-là, incluant des instruments ayant appartenu à des musiciens légendaires du XXe siècle. Des guitares, des violons, des pianos de scène, des accordéons ayant traversé des décennies de musique française et internationale. Parmi les pièces les plus attendues de la vente, il y avait une guitare Martin d'époque, fabriquée dans les années 30, qui avait appartenu à un guitariste de jazz parisien mort quelques années auparavant sans héritier direct. L'instrument avait été estimé à 45 000 francs, ce qui représentait, même pour des collectionneurs aisés, une somme considérable. Sa valeur venait moins de son état que de son histoire documentée, de ses décennies de présence dans les caves de jazz de Saint-Germain-des-Prés, de son passage entre les mains de musiciens qui avaient façonné le son de Paris. Dans la salle ce matin-là se trouvaient plusieurs acheteurs potentiels sérieux, des hommes en costume qui connaissaient la valeur de ce qu'ils regardaient et qui étaient venus avec des mandats d'achat précis. Il y avait aussi des curieux, des journalistes, quelques photographes qui espéraient capturer quelque chose d'intéressant pour les pages culturelles des journaux du lendemain. Et il y avait Charles Aznavour. Il était arrivé seul, sans assistant, sans l'équipe qui l'accompagnait habituellement dans ses déplacements professionnels. Il portait un manteau sombre ordinaire et s'était installé dans les rangées du milieu sans chercher à être remarqué, ce qui était un exercice devenu naturel pour lui au fil des décennies. À 63 ans, Aznavour avait ce don particulier des gens véritablement célèbres de pouvoir être présents dans un lieu public sans imposer leur présence, comme si leur identité n'était accessible qu'à ceux qui la cherchaient activement. Plusieurs personnes dans la salle l'avaient reconnu discrètement. Les commissaires-priseurs l'avaient salué avec la déférence tranquille que l'on réserve aux gens dont la présence honore un lieu sans l'écraser. Aznavour avait répondu à ces salutations avec la même simplicité et s'était assis pour examiner le catalogue avec l'attention de quelqu'un qui est venu pour une raison précise. La vente commença à 10 heures du matin. Les premiers lots passèrent sans incident particulier. Des instruments de valeur moyenne qui trouvèrent rapidement des acquéreurs parmi les professionnels présents. Puis vint le moment de la guitare Martin, et le responsable de la vente prit le temps d'en décrire l'histoire, avec le soin que méritait un objet de cette importance. Il expliqua la provenance, les témoignages documentés de son utilisation, les photographies d'archives qui attestaient de sa présence dans les lieux musicaux les plus importants du Paris d'avant-guerre. Aznavour regardait l'instrument depuis sa place avec une attention particulière. La guitare était posée sur un support à l'avant de la salle, et ce qui frappait quiconque la regardait de près, c'était précisément son état. Elle n'avait rien de la beauté préservée d'un instrument de musée. Son vernis était craquelé par endroits. Sa caisse portait les marques de décennies de contact avec des mains, des genoux, des tables de café. La tête de manche avait une fissure réparée avec soin mais visible. Les frettes montraient l'usure caractéristique d'un instrument qui avait été joué sérieusement pendant des années, pas exposé dans une vitrine. C'était, en d'autres termes, un instrument qui avait vécu. Les enchères commencèrent et montèrent rapidement jusqu'aux environs de 40 000 francs, où elles ralentirent, les acheteurs hésitant à franchir le seuil psychologique de l'estimation. Un homme en costume gris, représentant manifestement une institution ou un collectionneur important, maintenait une enchère ferme mais sans enthousiasme excessif, comme quelqu'un qui achète selon une logique de portefeuille, plutôt que par désir réel. Aznavour leva sa pancarte pour la première fois à 42 000 francs. Cela produisit dans la salle un effet discret mais perceptible. Un léger réajustement de l'attention collective vers lui. Le responsable de la vente accueillit son enchère avec la neutralité professionnelle requise. Mais plusieurs personnes se retournèrent pour confirmer ce qu'elles avaient cru voir. L'homme en costume gris monta à 44 000, Aznavour à 45 000. L'homme en costume gris réfléchit un moment, consulta discrètement quelqu'un à sa droite, puis secoua légèrement la tête. Adjugé. Charles Aznavour venait d'acheter la guitare la plus usée de la vente au prix le plus élevé de la matinée. Ce qui se passa ensuite ne figurait dans aucun programme. Pendant que les assistants de la salle préparaient le lot suivant, un homme s'approcha d'Aznavour avec la confiance légèrement performative de quelqu'un qui a l'habitude de se présenter à des personnes importantes. Il se nommait Édouard Moreau, directeur d'une revue musicale parisienne dont le prestige avait légèrement décliné au cours des années précédentes, mais qui conservait encore une certaine autorité dans les milieux culturels. Moreau avait dans la cinquantaine, une allure soignée, et la façon de parler de quelqu'un qui considère que ses opinions constituent en elles-mêmes un service rendu à leur destinataire. Il s'assit à côté d'Aznavour sans vraiment demander la permission, et commença à parler à voix basse, mais avec une clarté parfaitement audible pour les personnes dans les rangées proches. « 45 000 pour ça », dit-il en désignant la guitare d'un geste vague.
C'est une somme que je trouve difficile à justifier rationnellement pour un instrument dans cet état. » Il y avait dans sa voix ce mélange particulier d'admiration simulée et de condescendance réelle que certaines personnes cultivent comme une forme de sophistication. Il continua, disant qu'il comprenait évidemment la valeur historique, mais qu'un instrument aussi dégradé ne pouvait offrir qu'une expérience musicale compromise, et que pour quelqu'un de la stature d'Aznavour, un tel achat ressemblait davantage à un geste sentimental qu'à un choix d'artiste réfléchi. Aznavour l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre. Il y avait dans cette capacité d'écoute quelque chose que ceux qui connaissaient bien Aznavour reconnaissaient immédiatement. Ce n'était pas la politesse passive de quelqu'un qui attend que l'autre finisse pour pouvoir parler à son tour. C'était l'attention réelle d'un homme qui avait passé 60 ans à écouter les gens lui dire des choses et qui avait appris à distinguer ce qu'il disait réellement de ce qu'il croyait te dire. Quand Moreau eut terminé, Aznavour resta silencieux un moment, non pas comme quelqu'un qui cherche ses mots, mais comme quelqu'un qui décide lesquels choisir parmi beaucoup. Puis il dit quelque chose que les personnes proches de lui entendirent clairement et qui circula dans la salle pendant les jours suivants par le bouche à oreille de ceux qui y avaient assisté. « Vous regardez cet instrument et vous voyez de la dégradation, » dit-il. « Moi je regarde cet instrument et je vois 40 ans de musique jouée. Chaque marque sur cette caisse est une nuit de café-concert, une répétition qui a duré jusqu'à l'aube, une chanson qui a existé parce que quelqu'un avait quelque chose à dire et ne savait pas encore comment le dire. Un instrument neuf et parfait n'a rien vécu. Cet instrument a vécu plus que la plupart des musiciens qui le regardent aujourd'hui. » Moreau ouvrit la bouche pour répondre, mais Aznavour continua, toujours avec la même voix calme qui n'avait pas besoin d'élévation pour porter. Il dit que la musique n'était pas un objet que l'on préservait dans un état parfait, que la musique était quelque chose que l'on usait, que l'on consommait, que l'on donnait jusqu'à ce que ça marque. Que les chansons qu'il avait écrites et qui avaient survécu n'avaient pas survécu parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles portaient de quelque chose de vrai, qui résistait au temps précisément parce que ça venait d'une usure réelle, d'une douleur réelle, d'une vie réellement vécue. Il prit la guitare que les assistants venaient tôt d'apposer à côté de lui, la tenant avec la familiarité naturelle de quelqu'un pour qui un instrument n'est pas un objet, mais une extension du corps. Et alors, sans annonce, sans préparation, Charles Aznavour se mit à jouer. Ce n'était pas une démonstration. Ce n'était pas une performance. C'était simplement un homme et un instrument trouvant l'un l'autre pour la première fois, et la salle entière comprit immédiatement la différence. Sous ses mains, la guitare usée produisit un son qui n'avait rien de compromis, rien de dégradé. Elle produisit le son d'un instrument qui avait été joué par des gens qui savaient y jouer, dont les bois avaient été vibrés des milliers de fois, jusqu'à une résonance que les instruments neufs n'avaient même pas encore développée. Aznavour joua l'introduction d'une de ses chansons, juste les premières mesures, avec une simplicité qui rendait la chose encore plus saisissante. Puis il s'arrêta. La salle était silencieuse. Moreau ne dit rien pendant un moment, et quand il parla, quelque chose dans sa voix avait changé subtilement, pas complètement, pas de façon spectaculaire, mais perceptiblement pour ceux qui l'écoutaient. Il dit qu'il comprenait ce qu'Aznavour voulait dire. Aznavour posa la guitare doucement, avec le soin que l'on réserve aux choses qui ont une histoire, et répondit simplement. Il dit qu'il ne cherchait pas à être compris, qu'il avait acheté cet instrument parce que quand il l'avait regardé, il avait reconnu quelque chose, et que la reconnaissance ne demandait pas d'explication. Ce qui est remarquable dans ce que fit Aznavour ensuite, c'est précisément son absence de théâtralité. Il n'exploita pas le moment, il ne se leva pas pour partir dans un silence calculé, il ne laissa pas traîner dans l'air une dernière formule destinée à être répétée. Il simplement se retourna vers la vente aux enchères qui continuait, parce qu'il était venu pour une raison et que cette raison était accomplie. Mais les gens dans les rangées proches avaient entendu, et les gens qui avaient entendu n'oublièrent pas. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs musiciens à Paris eurent vent de ce qui s'était passé à la salle Drouot ce matin-là. L'histoire circula de la façon dont les vraies histoires circulent, pas dans les journaux mais dans les conversations, dans les loges de théâtre, dans les cafés près des salles de concert, entre des gens qui partageaient de quelque chose, et qui reconnaissaient dans ce récit quelque chose qu'ils avaient toujours su, mais que personne n'avait dit de cette façon précise. Ce qu'ils reconnaissaient, c'était ceci. Toute leur vie de musicien, on leur avait enseigné, explicitement ou implicitement, que la valeur d'un art se mesurait à sa perfection technique, à sa conformité à des standards établis par des institutions et des critiques qui confondaient haute la préservation avec la création. On leur avait appris à avoir honte de leurs imperfections, de leurs influences populaires, de la façon dont leur musique portait les traces de leur vie au lieu de les effacer proprement. Et voilà un homme qui avait choisi délibérément, publiquement, l'instrument le plus usé parce qu'il reconnaissait dans cette usure précisément ce qui lui donnait de la valeur.
Aznavour lui-même ne parla jamais beaucoup de cet épisode dans les années qui suivirent. Ce n'était pas dans sa nature de transformer ses convictions en anecdotes à placer dans les interviews. Quand on lui demandait parfois ce qu'il cherchait dans la musique, il répondait avec la concision caractéristique des gens qui ont réfléchi longuement à quelque chose et qui savent que les longues explications trahissent souvent ce qu'elles prétendent clarifier. Il disait que la musique était une conversation entre celui qui la faisait et celui qui l'écoutait, et que comme toutes les vraies conversations, elle n'avait de valeur que si les deux parties y apportaient quelque chose de réel. Que le public sentait immédiatement quand une chanson venait d'un endroit vrai et quand elle venait d'un endroit calculé, que ça ne pouvait pas se simuler, pas sur la durée, pas avec des millions de personnes pendant des décennies. La guitare Martin resta dans son appartement parisien, posée non pas dans une vitrine mais sur un support ordinaire, à côté d'autres instruments qu'il utilisait. Des visiteurs qui venaient chez lui la remarquaient parfois, attirés par son état évident d'usure parmi des instruments mieux conservés, et quand il demandait où est son histoire, Aznavour la racontait brièvement, sans emphase, comme on raconte quelque chose qui s'explique par lui-même. Il disait simplement qu'il avait vu une guitare qui avait servi à faire de la musique pendant 40 ans et qu'il avait pensé qu'elle méritait de continuer. Ce qui reste de cette histoire, au fond, n'est pas l'anecdote elle-même, mais ce qu'elle révèle sur la façon dont certaines personnes comprennent la création. Il y a ceux qui croient que la valeur d'un art réside dans sa pureté, dans sa conformité à des formes établies, dans la distance qu'il maintient avec le désordre de la vie ordinaire. Et il y a ceux qui croient que la valeur d'un art réside exactement dans la trace que la vie a laissée sur lui, dans les marques de l'usage réel, dans ce que l'usure révèle plutôt que dans ce qu'elle cache. Aznavour n'avait jamais prétendu que sa façon était la seule, mais il avait vécu et créé d'une façon qui montrait clairement ce qu'il croyait. Des centaines de chansons écrites sur des décennies, chacune portant quelque chose de spécifique, une douleur nommée précisément, une joie décrite sans mensonge, une perte racontée sans la romaniser au point de la rendre méconnaissable. C'était ça, la guitare usée. C'était ça, les 45 000 francs. Pas un geste sentimental, comme Moreau l'avait dit, pas une extravagance d'homme célèbre, mais la reconnaissance publique et concrète d'une conviction que chaque chanson qu'Aznavour avait jamais écrite portait déjà en elle, que ce qui avait vraiment vécu valait plus que ce qui avait simplement été préservé, et que parfois, la chose la plus usée dans la pièce est exactement la chose qui a le plus à dire.